bonjour à tous et à toutes. C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette 4e rencontre scientifique. Je suis Daina Louda, présidente de l'Institut Veolia. Et donc, voilà une collaboration très agréable avec la direction des expertises scientifiques et techniques. Donc, nous avons inventé cette formule il y a 2 ans, parce qu'il y a des sujets très importants pour le groupe, très importants pour beaucoup d'entre vous, mais que tout le monde ne comprend pas nécessairement, et on voulait aider à mieux faire comprendre la science et l'état de sujets pointus d'une façon vivante et simple à un grand nombre de collaborateurs. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et c'est cette idée que de mieux comprendre les enjeux énergétiques et tous les enjeux de la transition environnementale. Donc voilà pourquoi, vu l'importance de Veolia et de ses actions et de ses métiers pour la santé humaine et la santé environnementale et les solutions énergétiques durables, c'est bien ça le but. C'est l'hydrogène s'inscrit parfaitement dans ces thématiques. Donc, nous avons invité pour donc la dernière fois, c'était plus en lien avec la revue Facts sur changement climatique, santé environnementale. Certains d'entre vous étaient peut-être là. C'était superbe. C'était Mary Wilson qui nous a parlé de changement climatique et de l'impact sur les pandémies. Cette fois-ci, donc, on change de sujet et on va interroger un sujet qui fait rêver, dont on a beaucoup parlé, comme une solution d'énergie abondante, comme une solution de sécurité écologique aussi, l'hydrogène. Et là, on voulait revenir pour vous avec la question, et Anne Guéraud, qui est là, vous expliquerez pourquoi ce sujet de l'hydrogène. On voulait interroger le sujet pour voir où est-ce qu'on en est. C'est une vraie solution, c'est un mythe, c'est une solution dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Ça intéresse Veolia et Anne nous dira pourquoi. Et pour ceci, nous avons invité quelqu'un de très calé en la matière. Il s'agit d'Alexandre Joly, qui est consultant chez Carbone 4, que nous connaissons bien, donc cabinet de conseil fondé en 2007 par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, et qui est spécialisé précisément dans les questions des enjeux énergie-climat, et notamment pour les entreprises, ce qui n'est pas tous les jours. Alexandre est ingénieur de formation, il est diplômé de Centrale Supélec, il est responsable du pôle énergie de Carbone 4 et membre des pôles stratégie, plaidoyer et débat public au sein du cabinet, donc expliquer, vulgariser, donc c'est son domaine. Il est également enseignant sur la transition énergétique dans plusieurs établissements de l'enseignement supérieur. On a noté ESCP Business School, Kedge Business School, Sator, GEMA, et peut-être qu'on en passe. Beaucoup d'enseignements. Il est également cofondateur d'Éclaircie, qui est un collectif d'experts qui s'implique auprès des ONG sur ces sujets. Ça aussi, c'est original, c'est intéressant, c'est important, vu la difficulté dans le débat public de bien comprendre les enjeux de cette transition énergétique. Donc, vous l'aurez compris, l'hydrogène n'a pas de secret pour lui. Donc, il va être interviewé par Philippe Maillard, expert R&D énergie et nouveaux carburants de la DEST, que vous présentera Anne Guéraud, à qui je laisse la parole. Merci, Anne. Merci à toi, Dina. Merci à toi, Dina. Tu as parfaitement bien posé le cadre de cette rencontre. Moi également, au nom donc, du département des expertises scientifiques et technologiques de Veolia, je suis ravie d'ouvrir avec vous cette 4e édition des rencontres scientifiques qui sont donc organisées par l'Institut Veolia en collaboration avec DEST. Et aujourd'hui, comme l'indiquait Dina, nous avons choisi de consacrer cette session à un thème aussi actuel que stratégique, à savoir l'hydrogène, et de démystifier le débat. Est-ce un mythe ou une réalité ? Entre la promesse et la réalité, il reste beaucoup de questions concrètes à traiter. Comment le produire localement et proprement ? À quel coût ? Avec quel impact sur nos territoires ? Et que faut-il en penser aujourd'hui alors que de nombreux acteurs se désengagent de projets hydrogène ambitieux. Donc c'est à toutes ces questions qu'on attend des réponses au travers des échanges qui vont suivre. Donc pour DEST, ces questions sont au cœur de nos travaux. Dans le
cadre du projet X2Fuel, qui est piloté par Philippe Maillard, donc notre expert R&D en énergie et nouveaux carburants bas carbone, comme l'indiquait Dina à l'instant. Nous explorons donc les différentes voies de valorisation du biogaz en hydrogène, mais aussi en méthanol. Nous explorons la conversion des déchets solides, des déchets plastiques, de la biomasse, du CSR, de tout ce qui peut devenir probablement de nouveaux carburants. Et ce sont des pistes concrètes qu'on cherche pour valoriser les ressources locales et contribuer à la décarbonation de nos territoires, comme nous avons pu le réaliser assez récemment au travers du projet SENT à Hong Kong, pour exemple. Donc, l'esprit de ces rencontres, c'est de faire dialoguer la science, l'expertise scientifique et le terrain, comme l'a indiqué Dina. Et pour approfondir cette réflexion, j'ai le plaisir donc d'introduire Philippe Maillard, qui dispose d'une longue expérience en matière d'innovation en énergie, en utilité industrielle et dans le traitement des déchets depuis plus de 25 ans. Merci Philippe de nous rejoindre sur scène. Et depuis 2019, Philippe pilote ou intervient dans plusieurs projets de R&D concernant la production d'hydrogène vert à partir de biogaz et X, à travers donc, la valorisation et la capture du CO2 ou encore l'expérimentation de quartiers bas carbone. Et Philippe échangera donc avec Monsieur Joly, voilà, autour de perspectives réelles de l'hydrogène entre avancées, limites et défis à venir. Et je laisse maintenant la parole à Philippe et à Monsieur Joly. Merci Anne, bonjour à tous. Allô ? Oui. Bon, bonjour à tous. Merci Anne pour cette introduction. Merci Daina. Et merci Alexandre d'être présent pour nous faire l'honneur de nous éclairer par votre expertise sur l'hydrogène, parce qu'effectivement, on se pose beaucoup de questions à ce sujet. Alors, première question, de quoi on parle quand on parle d'hydrogène? Qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà. On peut commencer par le commencement. L'hydrogène, c'est vrai que c'est un atome, hein, je pense que vous savez ça, le plus petit dans la table de Mendeleïev, mais en fait, ce dont on parle, c'est le fameux dihydrogène. Donc c'est vraiment deux atomes d'hydrogène ensemble, mais par abus de langage, on parle d'hydrogène. Souvent, on a tendance, alors je ne sais pas si je te regarde, Philippe, ou si je regarde la salle, je fais un peu les deux, la salle plutôt. On parle souvent de la densité énergétique de l'hydrogène, c'est-à-dire que oui, il y a deux atomes d'hydrogène, il y a cette liaison entre les deux, si on la casse, ça fournit beaucoup d'énergie. Sauf que ça c'est bien au niveau de l'hydrogène, mais il va falloir de l'énergie pour produire cette molécule-là. Et en plus, c'est tout petit l'hydrogène. Et donc ça part dans tous les sens, et donc il faut le comprimer, il faut le chasser, il faut le mettre dans un réservoir pour pouvoir après le consommer. Et donc ça pose des questions de praticité aussi. Donc c'est pas si simple que ça non plus à utiliser. Quels sont les... À l'heure actuelle, comment produit-on l'hydrogène? Pour quels usages? Alors, actuellement, la voie principale, ce qu'on appelle le vaporeformage, mais en gros, on prend du CH4, le gaz naturel, et on va venir chercher ces hydrogènes, et on va du coup avoir cette fameuse molécule à disposition. Ce faisant, on va générer beaucoup de CO2, hein, comme toutes les énergies fossiles. Et donc, on va parler après des alternatives, mais en tout cas, on part de cette base actuelle fossile. Ensuite, dans les usages, on en a un paquet déjà d'industriels et de matures. Je peux vous en citer quelques-uns. Vous avez les raffineries. Les raffineries, on utilise de l'hydrogène. Pourquoi? Pour enlever le soufre. Parce que le soufre, en fin d'utilisation, ça génère des problématiques sanitaires. On l'utilise aussi pour casser les molécules carbonées, hein, ces longues chaînes dans la raffinerie pour, par exemple, faire de l'essence, des chaînes plus petites. Donc ça, c'est la raffinerie. Vous avez les fertilisants. Un des fertilisants les plus communs, c'est l'ammoniac. L'ammoniac, c'est NH3. Donc le N, c'est l'azote. L'azote, on le prend de l'air. Et par contre, le H, c'est l'ami hydrogène qui va nous le donner. Donc grâce à ça, on a eu cette révolution industrielle, en tout cas permis par les fertilisants. Il y a d'autres débats autour des impacts que ça, mais ça a clairement permis de nourrir plus de monde. Je peux vous citer aussi le méthanol. Alors, méthanol, c'est CH3OH, alors c'est un alcool et surtout ce petit groupe CH3, il y a un carbone. En fait, c'est pour l'industrie de la chimie, les Legos. C'est la brique élémentaire pour faire des Legos dans le monde de la chimie. Et donc, cette base-là, elle est essentielle pour cette industrie-là. Il y a d'autres petits usages, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais il y a la question de la chaleur aussi. On peut avoir des systèmes de chaleur haute température, par exemple, avec de l'hydrogène.
Entendu. Et donc, alors, dans le groupe Veolia, on fait très attention aux aspects sécurité. Comme l'a dit Anne, on va devenir producteur d'hydrogène. En termes de sécurité, voilà, quelles sont les précautions à prendre, quels sont les risques? Ouais. Oui, ça revient souvent. Hein. On a un peu cette crainte que l'hydrogène, c'est un peu dangereux. Alors, oui, ça l'est, d'une certaine manière. Hein. C'est tout petit, donc ça va partout. Donc si ça va là-haut, là, au niveau du plafond, que ça s'accumule avec un peu d'oxygène, ça peut devenir explosif. C'est inflammable, mais c'est pour ça qu'on l'utilise. Hein. Et donc, finalement, j'ai tendance à dire que c'est plus ou moins la même chose que le pétrole ou le gaz naturel. Vous avez en tête qu'il y a des explosions de gaz naturel, ça peut arriver malheureusement à la maison. Le pétrole, vous avez peut-être en tête des films d'action, vous voyez des voitures exploser. Bon. En fait, c'est le principe même de ces énergies-là, c'est que elles ont ce potentiel, mais c'est parce qu'il y a de l'énergie à l'intérieur qu'elles sont un peu dangereuses. Alors une fois qu'on a dit ça ne veut pas dire qu'il faut tous se cacher sous la chaise. C'est que, à nouveau, on l'utilise massivement aujourd'hui dans l'industrie. Il n'y a pas d'incident majeur. Hein. C'est juste qu'il faut mettre les bons dispositifs en place. Il faut mettre des capteurs, faire des systèmes de ventilation. Hein. Quand c'est tout petit, on ventile ça facilement. Et voilà, il n'y a pas de grande problématique. On a discuté de ça la dernière fois. C'était cette question de... Aujourd'hui, il y a des usages qui sont encore plus proches de nous, parce que l'industrie, on la voit loin. Vous avez des taxis à Paris qui tournent à l'hydrogène. Hein, c'est la compagnie Hype. Il y a des bus à Pau, parce qu'on a un Premier ministre qui est retourné là-bas, mais voilà, qui fonctionne, qui était très fan d'hydrogène. Il y a des bus là-bas qui tournent à l'hydrogène. Donc voilà, il suffit de mettre les moyens qu'il faut, et puis c'est une motorisation comme une autre, et ça fonctionne sans trop de problématique. Ok, donc on sait maîtriser les risques. En termes d'enjeux de décarbonation, qu'est-ce que peut apporter l'hydrogène? Qu'est-ce que peut apporter l'hydrogène en termes d'hydrogène bas carbone pour décarboner les transports et l'industrie? Oui, c'est un peu tout l'enjeu, et c'est pour ça qu'on en parle récemment, hein, parce que ça fait des décennies qu'on utilise l'hydrogène carboné. L'idée, c'est de passer vers l'hydrogène bas carbone. Alors, il faut revenir sur quels sont les enjeux de la décarbonation. On fait de la décarbonation pourquoi? Pour la lutte contre le changement climatique. Alors, chacun posera le curseur sur à quel point ça donne envie de bouger, parce que c'est un sujet qui est loin, qui nous parle peut-être différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des sujets qui deviennent de plus en plus importants derrière cette décarbonation. C'est l'indépendance énergétique. On a la crise en Ukraine, la crise liée en tout cas à la guerre en Ukraine sur l'énergie, qui nous rappelle à quel point on est dépendant. On importe la majeure partie de nos énergies fossiles. Donc il y a un enjeu d'indépendance. Il y a aussi un enjeu de santé, on en parle de plus en plus, mais les particules fines qui sont émises, alors on va parler des carburants fossiles, mais ce n'est pas que fossile, hein. Le bois, quand on le brûle, il y a aussi les particules fines. Ces particules fines, c'est à l'origine de 40 000 décès prématurés chaque année en France. Donc il y a un enjeu sanitaire en fait, à sortir toutes ces énergies qu'on brûle au plus proche de chez nous, quoi. Alors, là, je suis reparti peut-être trop loin. Je vous ai remis un peu le cadre sur la question de la décarbonation. L'électrolyse et puis l'hydrogène à partir de biomasse aussi. Oui, alors ça, c'est les filières, en effet. Donc, en termes de filières, on a la principale, comme vous l'avez dit, Philippe, c'est la production à partir d'électricité dans un électrolyseur. En gros, on a cette molécule d'eau, un oxygène, 2 hydrogènes. Donc, désolé, je le fais avec mon micro. Puis l'électricité permet de couper les liaisons et donc de récupérer cette molécule d'hydrogène. Donc ça, c'est la voie qui est la plus plébiscitée, parce que la limite, ça va être la quantité d'électricité à disposition. Il y a d'autres voies, notamment celle issue de la biomasse. La biomasse, c'est aussi un grand terme. Hein. Vous avez en tête, et vous êtes bien placé pour le savoir, ça peut être du bois, ça peut être des biométhanes, ça peut être des... voilà, vous prenez toutes les matières qui viennent du végétal, c'est de la biomasse. Entendu. Et donc, est-ce que ça représente un intérêt économique? Comment ça se positionne pour l'industrie et les transports sur l'aspect économique, en fait? Voilà. Bon, c'est quand même là où le bas blesse, hein, on va y venir. Hein. Pourquoi ça ne décolle pas? C'est parce que ça coûte cher. Aujourd'hui, pour donner des ordres de grandeur, on est autour de 1 à 2 euros du kilo pour l'hydrogène carboné, et on est autour, on va dire, de 5 euros du kilo pour l'hydrogène bas carbone. Il y a des fourchettes, hein, je vous ai donné juste un repère. Bon, vous voyez, l'idée, c'est de se dire que ça coûte 3 à 4 fois plus cher. La question maintenant qu'on va se poser, c'est pour quels usages finalement? Parce que ça coûte cher, mais si c'est pertinent, pourquoi pas? Mais pourquoi pas si ça permet de décarboner un usage qui n'a pas d'autres alternatives? On va prendre la voiture. Je pense que la voiture, ça nous parlera à tous. Prenons une voiture électrique. Le rendement, je ne sais pas si vous connaissez le rendement d'un moteur électrique. Comment? 70, ouais, c'est ça, on est un peu dans les hautes. On est à 90% pour un moteur électrique. Un moteur thermique, vous savez c'est combien?
Ouais, au niveau de la voiture, c'est plutôt 25-30. Après, il y a des centrales qui sont sur les rendements un peu plus élevés. Mais bon, en tout cas, c'est ça l'idée. Vous voyez déjà en termes de rendement, on est sur la partie électrique, quelque chose de très très efficace. Donc maintenant, je reviens sur ma petite voiture. Alors, j'ai pris de l'électricité. Bon, j'ai un peu de perte avec la batterie, etc. Mais globalement, c'est le rendement du moteur qui va me donner son efficacité. Vous voyez, là, je mets 100 en énergie en entrée pour l'électricité, le véhicule électrique. Je vais avoir 90 d'énergie disponible pour bouger. On va regarder le véhicule à hydrogène maintenant. Oui, donc on avait préparé des petites images, vous voyez comment. Bon, ce que j'expliquais à gauche, je l'ai fait simple pour ne pas évoquer le rendement de la batterie, mais c'est cette cité. Hein, sur le graphe que vous avez derrière, à gauche, vous avez le véhicule électrique. Moi, je l'ai à gauche, ça. À gauche, vous avez le véhicule électrique. Donc 85% de rendement au global, parce qu'on prend toutes les étapes entre l'électricité qui arrive dans la voiture et ce qui va sortir en termes d'énergie pour le véhicule électrique. Ce n'est pas du tout la même histoire pour le véhicule à hydrogène. Vous commencez avec la même étape, il y a de l'électricité. Et puis après, vous allez déjà devoir produire de l'hydrogène. Donc ça, c'est l'électrolyseur. Aujourd'hui, on a des rendements autour de 70%, ça monte un peu. Clairement, on pourra améliorer assez bien cette partie-là. Mais après, on se retrouve avec de l'hydrogène. Donc déjà, il va falloir avoir de la distribution, du transport, de la manipulation autour de l'hydrogène. Donc par exemple, faire le plein si on l'a produit localement sur une station d'essence. Mais si vous avez d'autres chaînes plus en amont, c'est plus compliqué. Ensuite, là où le bas blesse très fortement, c'est la pile à combustible. Ça, c'est, on va dire, l'étape juste avant le moteur électrique, c'est qu'on transforme l'hydrogène en électricité. On ne brûle pas l'hydrogène dans un moteur à combustion. On a une pile, en fait. C'est vraiment le principe de la pile. Donc là, on perd 50% de l'énergie. Hein. Donc là, 45% sur cette étape-là. Et ensuite, on revient à l'étape d'avant, en fait, pour le véhicule électrique. On revient au moteur électrique. Donc vous voyez, on a pris l'électricité, on l'a transformée en hydrogène, on l'a retransformé en électricité pour après le remettre dans un moteur électrique. Donc vous voyez qu'ici, le rendement final il est à 35%. Donc on est 3 fois moins efficace que l'alternative électrique. 3 fois moins efficace, c'est-à-dire qu'au carburant, ça coûte 3 fois plus cher. Hein. Voilà. Donc la raison pour laquelle les véhicules électriques, on va dire légers, hein, les voitures au quotidien, l'hydrogène ne sera pas l'avenir. On peut débattre de l'autonomie, on peut débattre du cas d'usage de niche, mais pour monsieur et madame tout le monde, ce sera la voiture électrique à batterie. Il y a des progrès très très forts qui ont été générés. Il y a aussi une question sur l'infrastructure. Aujourd'hui, il y a des recharges, des systèmes de recharge un peu partout qui sont en train de se déployer. Pour l'hydrogène, il va falloir regarder avant où il y a des stations. Hein. Alors effectivement, c'est très clair. Pour les véhicules légers, peut-être les véhicules lourds, à voir. Mais alors, du coup, quelles sont l'utilisation de l'hydrogène bas carbone à privilégier pour décarboner, vraiment? Ouais. Donc, il y en a. Donc, mais on va voir qu'il va falloir un peu passer au crible tous les usages énergétiques et se dire est-ce que j'ai une alternative ou pas? Est-ce qu'elle est compétitive ou non? Quand je dis alternative, c'est bien sûr de décarbonation. Hein. Et du coup, ça va donner des endroits où il y aura de la pertinence. On peut continuer sur la mobilité. Il y a la question de la mobilité un peu plus lourde. Les camions, par exemple. Moi, j'ai commencé ces analyses-là, c'est en 2018. À l'époque, la bataille, elle était ouverte entre la batterie, on parlait même des biocarburants aussi. Clairement, elle est en train d'être perdue par l'hydrogène. Les effets d'échelle et d'expérience que la Chine permet de mettre sur le marché, en fait, au niveau des batteries, sont phénoménaux. Donc aujourd'hui, le coût des batteries est très très faible. En tout cas, la performance des batteries est très très forte. Donc aujourd'hui, quand on discute avec la filière, on va dire camion, c'est le véhicule à batterie, ça semble peut-être bizarre, mais en fait, il y a assez d'autonomie pour faire des trajets assez significatifs qui permettent, entre-temps, de faire... le chauffeur doit faire des pauses, hein, donc il va pouvoir faire 500-600 km, il va faire sa pause, il va se recharger à ce moment-là, et en fait, il faut avoir des autoroutes électriques sur les gros axes avec des bandes de recharge rapide, mais globalement, c'est ce vers quoi l'industrie est en train de partir. D'accord, même pour les véhicules lourds, alors? Alors, pour ces véhicules-là, en tout cas les camions, c'est sûr que... les camions, clairement, si je la fais simple, véhicules électriques demain. Après, dans les véhicules lourds, il y a des trucs encore plus lourds. Ouais. On a les bateaux. Alors là, les bateaux avec les batteries, ça ne va pas le faire. Donc, ça a posé les questions de... Alors, les alternatives, c'est les carburants à partir de biomasse et la question de cet hydrogène qu'on pourrait mettre avec les X-fuels, les e-fuels, donc en gros prendre de l'hydrogène qu'on va venir retransformer sur un carburant classique. On peut faire juste une étape d'avant, comme ça on reste sur la mobilité. Tchac, merci. Encore avant, c'est pas très grave. On reste sur la mobilité sur le graphe. Voilà, comme ça, moi, je vous perds pas en lisant. Donc, ce qu'on dit sur la question des bateaux,
c'est que potentiellement, il peut avoir une utilisation, on pourrait y revenir, mais ça va coûter relativement cher si on veut mettre de l'hydrogène dans les bateaux. La question des avions, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est soit les fameux SAF, les Sustainable Aviation Fuels, mais donc en gros de la biomasse. Donc la biomasse étant des champs qu'on va venir utiliser, en tout cas la récolte des champs, et la question des e-fuels, des fameux e-fuels pour les avions. Là, potentiellement, on pourrait avoir une pertinence, mais à quel horizon de temps et à quel coût? C'est-à-dire qu'il y a un marché qui est créé pour les SAF qui supporterait ce type de développement. Et pour l'industrie, donc? Oui, industrie, il y a plein d'usages. Donc là, on est sur quelque chose qui est plus hybride parce que vous avez déjà les usages actuels en fait, de l'hydrogène. Donc là, en bleu marine, vous avez les raffineries dont j'ai parlé, les fertilisants, etc. Bon, là, il n'y a pas de question à part se dire qu'il faut substituer. Il faut de l'hydrogène pour la matière première ou le réactif, donc il n'y a pas d'autre alternative. Ça va juste poser la question de quel marché on met pour accompagner le surcoût de cette molécule-là. On peut aussi se poser la question du futur des raffineries dans un monde qui fait sa transition aussi quand même. Ça, c'est pour les usages actuels. Et puis, il y a les nouveaux usages. On parle beaucoup de la réduction dans la métallurgie. C'est-à-dire que ça permettrait de se passer de l'étape, on va dire, classique au fourneau avec du charbon, et donc venir décarboner ce processus-là. Donc, pareil, ça va coûter cher, mais là, c'est une voie qui est prometteuse et il y a beaucoup d'expérimentation autour de ça. Et on peut faire aussi de la chaleur haute température quand on n'a pas d'alternative d'électrification directe dans cette industrie-là. Ouais. D'accord. Et dans les usages futurs, donc vous parliez de réduction, mais est-ce qu'il y a d'autres usages futurs qui sont envisagés? Parce que l'électricité, tout à l'heure, effectivement, le rendement, c'est clair, c'est plus intéressant que la batterie électrique. Par contre, l'électricité ne se stocke pas. Donc, Oui, tout à fait. On parle souvent de deux usages dans les réseaux d'énergie. Il y en a un qui est de le mettre avec le méthane, donc dans les réseaux de gaz. Bon, ça, en gros, on peut mettre que 6% de la part en termes d'énergie. Donc, on peut venir substituer 6% du gaz fossile aujourd'hui avec de l'hydrogène. Donc, ça peut être intéressant, mais ça ne va pas changer le monde. Le vrai sujet, c'est le stockage dans les réseaux électriques. Et là, plus on aura d'énergie renouvelable variable, donc solaire, éolien, plus on aura besoin de moyens de stockage. Il faut se dire que l'hydrogène, ça permet de stocker sur les temps longs. Ce n'est pas comme les batteries qui stockent sur un temps court. Mais dans les mix électriques où il y aura beaucoup de renouvelables, l'hydrogène sera utile. Alors pour la France, je vous laisse débattre de ça. Très bien. Donc là, je pense que c'est vous qui me posez une question. Ah, pardon. C'est vrai. Désolé, alors là, j'ai mal préparé. Et de mémoire, en tout cas, la question, c'est qu'est-ce que vous faites, vous? Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait à Veolia? Alors, d'abord, Veolia est présent. Alors, on produit pas. On a une première unité de production d'hydrogène, il faut le savoir, qui est à Hong Kong. Mais d'abord, on est déjà présent sur la purification de l'eau. On est dans le projet Normandie. Le projet Normandie, c'est un projet à Port-Jérôme, en Normandie, qui justement est dans les usages industriels de l'hydrogène pour le raffinage. Le plus gros électrolyseur d'Europe, 200 MW, 28 000 tonnes d'hydrogène, et c'est Veolia qui prépare l'eau ultra pure parce que c'est fondamental. Voilà. Donc ça, il y a déjà Veolia Water Technology, il y a déjà toute une gamme de procédés pour ça. Et puis, en termes de production, là, on est plutôt dans le développement. On s'interroge sur l'utilisation du biogaz. On produit beaucoup de biogaz. Et donc, après des essais qui ont été faits dans une station d'épuration à Toulon, on a vu que ça marchait bien et donc il y a un premier démonstrateur qui va être mis en service l'année prochaine à Hong Kong. Alors pourquoi de Toulon à Hong Kong? C'est simplement que c'est parce que le pilote R&D, un des directeurs de la R&D est parti à Hong Kong. Donc il a emmené l'idée avec lui et il dit je vais le faire à Hong Kong. Voilà. Mais on a un projet aussi en France avec une start-up française et on arrive à avoir des prix 2 fois moins élevés que l'électrolyse. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Il y a des stations-service qui doivent acheter de l'hydrogène à 20 €. On peut proposer de 2 fois moins cher. Donc ça c'est une chose qu'on regarde. C'est un environnement changeant. On regarde comment valoriser cette énergie. C'est pas des très grosses installations, mais justement ça pourrait alimenter des stations-service, des flottes de véhicules lourds ou même de l'industrie locale. On est d'accord avec vous que le transport d'hydrogène, c'est l'horreur. Donc, il faut vraiment... on voit en termes de compression d'hydrogène, de coût de transport mobile. Donc, en fait, on regarde pour l'utiliser dans un rayon de 50 km. Et là, ça peut être intéressant. Et puis, dernière chose, sur le transport lourd, on teste
la conversion d'une benne ordure ménagère à l'hydrogène. Alors pas avec un moteur électrique, mais avec un moteur thermique. Là aussi, une start-up française, donc en Bretagne, voilà, parce que l'idée, c'est justement de produire localement l'hydrogène, de l'utiliser localement, avec des mécanismes d'aide, parce que de toute façon, pour l'instant, on aura besoin de ces mécanismes d'aide avant d'atteindre la maturité que peut-être les Chinois ont obtenue sur les batteries au niveau des modes de production. Voilà. Donc voilà pour ce que fait Evolia. Donc la question suivante, en fait, c'est qui est cette fois pour vous. Donc il y a eu, tout le monde l'a vu, il y a eu des plans hydrogène monstrueux, enfin des milliards d'euros qui ont été mis sur la table. Et on voit en réalité que les projets hydrogène s'arrêtent, ne se font pas. Il y a de la faillite de McPhy, qui était le fabricant français. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Comment vous voyez ça? Parce que c'est quand même, ça pose question, quoi. Bon, je pense que vous voyez l'instabilité politique en France. Vous voyez aussi une forme d'absence de planification énergétique, ou en tout cas de savoir au niveau de la sphère politique de ces sujets-là. Donc il y a eu, post-Covid, une forme d'envie de relancer ou de lancer cette industrie avec tous les enjeux qu'on s'est donnés tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, et en tout cas en termes de politique publique, ça s'est organisé de cette manière. Ils ont mis beaucoup d'argent sur, ou des subventions, à la production d'électrolyseurs. McPhy, comme Philippe l'évoquait, c'est cette idée que en massifiant la production de ces appareils qui produisent de l'hydrogène à partir d'électricité, on va pouvoir réduire le coût par effet d'échelle, effet d'expérience. Donc, sur le principe, c'est OK. Sauf que s'il n'y a personne pour acheter de l'hydrogène en sortie, il se passe ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'on peut avoir la plus belle gigafactory au monde, si derrière il n'y a pas de commande, l'industrie ne va pas tourner. En parallèle, il y a eu d'autres politiques publiques qui se sont mises en place pour justement essayer d'adresser ce sujet de la demande, en fait. Comment on aide les gens à consommer de l'hydrogène qui est 3 à 4 fois plus cher. En Europe, il y a ce qu'on appelle une banque de l'hydrogène. L'idée, c'est de se dire, il y a des enchères. Vous êtes un industriel qui produisait de l'hydrogène, qui voulait en tout cas produire de l'hydrogène. Vous savez à quel prix votre client va vouloir vous l'acheter. Vous faites la différence avec votre coût à vous, et le delta, vous demandez cette subvention-là pour que ça ait de la pertinence sur le marché. Ça a été pensé en 2022, ça s'est mis en place en 2024, et c'est en train, pour les acteurs qui ont été retenus en 2024, d'être mis en place en termes d'actifs industriels pour 2027. Donc vous voyez, il faut 5 ans pour la mise en place, pour juste avoir un cadre favorable économique de soutien public pour l'achat d'hydrogène bas carbone. Bon, je me fais juste petit taquin sur les Français parce que ça a été pensé, on avait le même système pour un périmètre France, ça a été pensé en 2021, c'est toujours pas mis en place. Ça a été à chaque fois évoqué chaque année dans les plans, les projets de loi de financement, mais voilà, contexte que vous connaissez, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y est pas. Pour le transport, il y a des mécanismes d'ajustement qui permettent d'aider l'hydrogène bas carbone qui serait utilisé dans le transport d'avoir une réduction à la pompe, enfin d'engager, c'est le mécanisme de Tirwert qui permet de ramener le coût, la mobilité hydrogène à condition d'avoir une certification au prix d'un transport fossile. Voilà. Mais effectivement, c'est des mécanismes, vous dites, c'est compliqué à mettre en œuvre. Oui, et puis il faut une certaine volonté, il faut le bon calibrage aussi. Ce qui est sûr, c'est que oui, alors, là c'est le Tirwert, c'est vraiment technique, c'est la fiscalité sur les carburants, on va dire, alternatifs, et ça couvre pas que l'hydrogène. Pour le coup, voilà, il faudrait, moi de ma compréhension, c'est qu'il n'est pas encore dimensionné au bon niveau pour la partie hydrogène, pour vraiment atteindre l'équilibre, parce que quand ça coûte cher, les personnes n'achètent pas, c'est assez binaire malheureusement. Donc là, il n'est pas assez dimensionné, et puis à nouveau, instabilité en France, il n'y a pas de vision sur l'hydrogène. Il y a... Enfin bref, je suis désolé, c'est un peu cru comme ça, j'essaie d'être simple, mais c'est un dispositif intéressant qui mériterait d'être mieux utilisé. Très bien. Qu'est-ce qui bloque pour vous, donc les freins que vous avez évoqués, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut regarder toute la chaîne de valeur, en fait? Il faut avoir une planification énergétique plus rationnelle?
Oui, en fait, on revient à ce mot de planification. Ça paraît juste simple, mais en fait, là, je viens de vous le dire, il y a eu un écart entre la partie planification de la production et de la consommation, donc grand écart faillite. Bon, si on avait pris le temps... Et en fait, il y a aussi... à chaque fois, je dis ça comme ça, mais sur les sphères décideuses, au plus haut niveau du pouvoir, en tout cas français, la connaissance physique, industrielle, elle n'est plus là. Et donc, quand on lance, je vais mettre X milliards et je vais pouvoir changer le monde demain, c'est-à-dire qu'on n'a aucune compréhension de comment l'industrie fonctionne déjà juste en pas de temps temporel. Donc mettre énormément d'argent pour créer des gigafactories sans s'assurer que la demande et l'écosystème va se créer, on a perdu de l'argent là, public. Après, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que les choses qui ont été faites ont été mal faites, c'est juste qu'elles n'ont pas été faites dans le bon ordre et au bon niveau de planification. C'est l'enjeu de la planification. Ouais. D'accord. Mais bon, ouais. Donc, ok, pour l'instant. Et par exemple, tout à l'heure, vous parliez de sidérurgie, c'est un secteur qui est très émetteur de CO2, près de 5 ou 8%, je crois. Et là, l'hydrogène pourrait être alors, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est vraiment de l'hydrogène d'électrolyse qu'il faut, ou est-ce qu'il y a d'autres procédés qui peuvent être envisagés? Alors, sur la question de l'hydrogène, on a évoqué les différents procédés. À la limite, j'ai envie de dire, en volume, ce sera l'hydrogène à partir d'électricité, avec l'électrolyse. Pour la biomasse, il y a des endroits de niche, je pense en local, d'essayer de réfléchir à des usages comme ça un peu nomades, c'est intéressant. Après, une fois qu'on a dit ça, pour la sidérurgie, c'est évident que pour décarboner les hauts fourneaux, il va falloir de l'hydrogène. Une fois qu'on a dit ça, ça coûte plus cher. Ouais. Donc en France, vous avez des deals qui sont faits avec ArcelorMittal et le gouvernement français pour se dire combien on vous donne, mais du coup combien vous faites, et puis on négocie, on se regarde, on n'avance pas. Il y a la question aussi de la filière industrielle de la sidérurgie qui va mal en Europe parce que importation, parce que contexte économique qui diminue. Donc en fait, c'est prisonnier cette discussion d'un contexte qui est bien plus fort en termes de préoccupation sur les emplois et ces raisons-là. Donc aujourd'hui, il y a des expérimentations. Les Nordiques sont meilleurs, par exemple, et vont un peu. Quand je dis Nordique, c'est Allemagne et pays scandinaves. Il y a des expérimentations un peu plus fortes là-bas. Très bien. Et donc, pour conclure, l'hydrogène, mythe ou réalité, quels sont les 3 points à retenir pour vous de ce sujet? Bon, je pense que vous l'avez compris. Hein. Premièrement, l'hydrogène, c'est quelque chose qui est très inefficace sur le plan énergétique. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'il faut le réserver à des usages qui sont pertinents. Il faut l'utiliser avec parcimonie, avec raison. C'est quoi les usages raisonnables? On a les usages actuels. Bon, il y aura peut-être moins de raffinerie demain, mais en tout cas, il va falloir les décarboner pour celles qui resteront. Et il y a les nouveaux usages, on l'a évoqué, donc ça peut être la mobilité très lourde, ça peut être les réseaux électriques pour les pays dans lesquels il y a beaucoup d'électricité variable, ce qui n'est peut-être pas le cas, il en faudra un peu en France, mais c'est vraiment les autres pays qui vont en avoir besoin. Et la question de l'industrie où il y a des nouveaux usages comme la sidérurgie qu'on vient d'évoquer. Entendu, merci. Est-ce qu'on a un peu de temps pour des questions? Alors allons-y. Allô? Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question, vous avez parlé de la mobilité lourde et notamment que l'hydrogène s'était fait évincer par les batteries pour les camions. Et je voulais savoir si vous pouviez détailler un peu pourquoi, parce que moi en tête quand j'avais batterie, je pensais aussi à lithium était rare et donc potentiellement de futures tensions. Est-ce que l'hydrogène permettrait de s'affranchir de ces éventuelles futures tensions à venir? Oui, alors c'est sûr que c'est jamais noir et blanc en fait. Il y a des avantages qui sont encore présents pour l'hydrogène. Typiquement, on n'utilise pas de matériaux, on va dire comme vous l'avez cité, que ce soit des lithiums ou d'autres métaux, mais qui ont tendance plutôt à disparaître. On a beaucoup parlé du cobalt à un moment, mais en gros, le marché est en train de s'orienter vers du fer phosphate pour le reste. Et là, c'est beaucoup plus commun. Donc, il y a cette question des métaux qu'on n'a pas, et puis de l'industrie de la batterie qu'on n'a pas, où il y a des gigafactories en cours. On verra jusqu'où ça nous mène. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est après quel prix on serait prêt à payer cet écosystème hydrogène alternatif qui serait beaucoup plus coûteux en termes d'énergie aussi, par ailleurs. Donc, une fois que j'ai dit ça, est-ce que je pourrais prendre un autre parallèle? En fait, la question que vous me posez, c'est oui, ça génère d'autres dépendances, mais on ne peut pas vivre dans un monde où on sera indépendant. En France, on n'a aucun métaux. Enfin, vraiment, je tire le trait, hein, mais on n'a quasi pas de métaux. On n'a pas d'énergie fossile. Donc,
il faut aussi se dire qu'on va devoir être dépendant dans cette transition énergétique. Et donc, on a deux alternatives. Il y en a une qui va être beaucoup plus coûteuse, l'hydrogène, pour développer tout l'écosystème, pour développer l'énergie dont on a besoin pour faire tourner cette filière-là. Et on a une filière dans laquelle il faut un peu importer de batterie. Mais en réalité, c'est très peu sur la valeur ajoutée finale. C'est peut-être 5 ou 10% la batterie. Ce qui veut dire que sur l'entièreté des recettes fiscales de l'activité économique générée par la mobilité électrique, en fait, il n'y a que 5 à 10% qui partent dans la batterie qu'on achète en Chine, on va dire. Mais le reste, c'est des conducteurs qui sont en France, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité qui va être produite en France. Les camions, ils sont encore produits plus ou moins en Europe. Donc finalement, d'un point de vue économique, ça coûtera moins cher. Et en termes même d'activité économique et d'emploi, c'est quand même pas si déconnant que ça. Bonjour, j'ai un commentaire et une question. Je vais commencer par le commentaire. Sur votre comparaison moteur électrique hydrogène, je trouve que c'est un peu biaisé parce qu'en fait, l'électricité qui arrive dans la batterie, elle n'est pas à 100% de rendement. Ma centrale qui l'a produit, elle est à 40%. Donc il faudrait mettre un facteur 0,4 en tête. Et donc on ne ferait plus 90 à 35, on ferait quelque chose d'un peu plus comparable. Et je rajoute que sur votre graphe, vous devriez quand même aussi rajouter l'empreinte carbone. Parce qu'en fait, si en plus le courant de ma batterie, je le fais avec du charbon, je me retrouve avec une empreinte carbone quand même assez catastrophique, ce qui est clairement pas le cas de l'autre côté, côté hydrogène. Donc je trouve que la comparaison est quand même bien, un peu trop en défaveur de l'hydrogène. Et ma question va être plutôt plus simple. C'est à propos de l'utilisation de l'hydrogène dans un moteur. Soit on fait une pile à combustible, soit on fait de la combustion. Manifestement, la combustion a l'air d'être un truc irréaliste, parce qu'en fait, on parle. Quand on regarde ce qui se passe, c'est quand même essentiellement, on parle de pile à combustible. La question, c'est pourquoi. Enfin, quel serait le désavantage majeur, l'inconvénient majeur du moteur à combustion thermique d'hydrogène? OK. Alors, je suis désolé, j'ai voulu faire très simple sur les graphes que j'ai partagés, mais je vais pouvoir explorer un peu quand même les deux commentaires qui sont importants. J'ai pris une comparaison simple sur la base de dire qu'on a l'électricité bas carbone qui rentre dans le système véhicule électrique ou dans le système hydrogène. Ce qui est sûr, c'est que les rendements avant pour la production d'électricité sont présents. Ça a posé la question pour les centrales thermiques, mais nous, en France, on n'en a quasi plus. Donc la question sur le nucléaire, c'est de l'énergie qui est perdue, certes, pour ce rendement, mais en tant que tel, d'un point de vue carbone, ça reste très bas carbone pour un mix électrique français. Et pour le solaire et l'éolien, on est en convention, en tout cas sur un rendement 100%. Donc la question du rendement précédent pour la production d'électricité, pour par exemple la France, on s'en fiche un petit peu ici, vu que le mix électrique est très bas carbone. Pour d'autres pays, ça peut poser la question, c'est ça que je pense vous m'invitez à mettre dans le radar. C'est sûr que si on produit l'électricité à base de charbon, il vaut mieux produire, alors on va le faire même différemment, avec du gaz naturel, il vaut mieux directement utiliser le gaz naturel pour faire de l'hydrogène. Il ne faut pas faire gaz naturel pour faire de l'électricité, pour faire de l'hydrogène, pour refaire de l'électricité, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Donc là, l'enjeu ici, c'est vraiment électricité bas carbone, donc on va dire du nucléaire ou les énergies renouvelables. À ce moment-là, ça tient. Même avec de l'hydrogène qui vient de biomasse. En termes d'intensité carbone, ça va être beaucoup plus faible. Je n'ai pas cité... Il y a quand même 40% de la centrale, quand même, sur la gauche, et qui n'est pas à droite. Alors, à droite, si, parce que vous utilisez l'électricité bas carbone. Non, à droite, j'utilise l'éolien, donc j'ai une empreinte carbone quasi nulle. Alors, non. Alors, ça, c'est aussi un... Alors, plutôt non. Pourquoi? Parce que pour faire tourner un électrolyseur, c'est un actif qu'il va falloir rentabiliser. L'électrolyseur, il faut le faire tourner 5, 6 000 heures dans l'année. L'éolien, ça tourne 5 à 6 000 heures dans l'année, mais ça ne tourne pas à puissance maximale pendant 5-6 000 heures. Donc en fait, on ne peut pas avoir un modèle rentable de production d'hydrogène avec une seule éolienne, ou même un parc éolien. Il faut diversifier les sources de production pour maximiser le temps de production de cet actif-là, pour avoir le coût le plus compétitif. Donc voilà, bon, c'est juste pour vous répondre sur cette partie-là. Voilà. Comme ça, en gros, ma conviction, et je viens de vous l'expliquer, c'est que les deux scénarios ici, c'est l'électricité bas carbone avec à peu près le même rendement pour assurer la rentabilité maximale pour l'hydrogène en plus. Votre question. Moteur thermique, oui. Pourquoi on n'utilise pas l'hydrogène dans un moteur thermique directement?
Bon, ça pose un certain nombre de questions, mais ce qui est sûr, c'est que déjà en termes de rendement, moi ce serait la réponse première. Alors, le moteur thermique, il est autour de 30%, on va dire, de rendement. La pile à combustible, elle est à 55% aujourd'hui, elle va monter à 60%. Donc c'est vrai que ça coûte 2 fois moins cher de le transformer en électricité que de l'utiliser directement en fait avec un moteur thermique. Donc c'est juste économique. Il n'y a pas une affaire d'émission de NOx ou de choses comme ça? Ça, c'est un co-bénéfice à mon sens, mais je pense que dans ce monde, alors on pourra rêver d'un monde qui ne raisonne que pas par l'économique, mais c'est sûr que oui, c'est un co-bénéfice sur le sanitaire et la pollution locale, parce que derrière, vous avez de l'eau qui sort de la pile à combustible, alors que vous avez de la combustion des différentes choses potentiellement en fonction de la qualité de l'hydrogène, hein, quand même. Merci. J'ai une question sur la production des. Je suis là. J'ai une question sur la production de l'hydrogène. Donc vous avez dit qu'on a les électrolyseurs, donc ça c'est clair. Par contre sur la biomasse, je ne suis pas au clair là-dessus. Si vous pouvez expliquer un petit peu. Et après la deuxième partie de ma question, c'est aujourd'hui on est dans quelle proportion entre électrolyseurs et biomasse, et à terme dans je sais pas 20 ans, à quelle proportion on aimerait être? Ok. Alors la biomasse, en fait, c'est le principe. En fait, c'est le même principe. Je ne l'ai pas évoqué. Il y avait des usines à gaz il y a fort longtemps. La fameuse expression qu'on a dans notre langage courant. En gros, on pyrolysait du charbon pour générer des gaz. Il y avait du CH4, qui est l'équivalent d'un molécule de gaz naturel, mais aussi de l'hydrogène. Donc jusque dans les années 70, on consommait dans nos réseaux de gaz de l'hydrogène par combustion, et ça n'a choqué personne. Et ben, l'idée, c'est de faire la même chose, mais avec de la biomasse. C'est-à-dire qu'on pyrolyse, ça permet de générer un certain nombre de gaz. Après, il y a différentes étapes qu'on peut avoir, mais à la fin, on récupère cette molécule d'hydrogène. C'est ça l'idée. En termes de proportion, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question d'ordre de coût. Pour le coup, je dirais que c'est plutôt une question de limite. Ça veut dire que d'un côté, on a de l'électricité dont on ne voit pas forcément la limite, mais s'il y en a une, on ne peut pas mettre des panneaux solaires partout, on ne peut pas mettre des éoliennes partout. Et la biomasse, qui est en fait une ressource qui est en concurrence, mais avec beaucoup d'autres choses. Vous avez besoin de je pense que pas besoin de faire. On doit manger, on a aussi la fertilisation, il y a la question du stockage carbone, de la biodiversité au niveau des sols. Donc c'est très compliqué de se dire qu'il faut dégager énormément de biomasse pour faire de la production d'énergie. À certains endroits, il peut y avoir des zones de pertinence, mais ça reste limité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les subventions publiques, ou la majeure partie des subventions publiques, sont orientées sur l'électricité bas carbone. Alors quand je dis bas carbone, c'est plutôt en Europe électricité renouvelable, il y a ce débat avec le nucléaire. Mais voilà, en tout cas, la filière électrique, c'est celle qui aujourd'hui est la plus importante et qui le sera demain pour ces raisons-là. J'ajouterais juste que la biomasse, c'est aussi le biogaz. Et là, le biogaz, clairement, pour le valoriser, on peut le brûler, on peut le transformer en biométhane, mais on peut le transformer en hydrogène. Et le biogaz, ça vient de déchets organiques. Voilà. Et donc, clairement, ça peut être aussi une voie plus simple, parce que ça, c'est de la gazification de biomasse, c'est compliqué. C'est la voie qu'on va mettre en œuvre à Hong Kong, justement. Oui, donc moi j'ai une question. J'ai lu c'était en Lorraine, je crois, on a découvert peut-être des sites où il y aurait de l'hydrogène naturel, donc de l'hydrogène blanc. Est-ce que c'est vrai? Dans quel volume? Où est-ce qu'ils en sont? Et une deuxième question, dans nos réseaux d'assainissement, on a beaucoup de H2S. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Alors, donc ces fameux hydrogènes naturels, comme le fameux gaz naturel qui viendrait de la nature, qui serait plus beau que le pétrole naturel ou le charbon naturel. Sur cet hydrogène qui vient du sol, ça existe. Il y a alors je ne me rappelle plus le pays, j'ai un trou, mais en tout cas en Afrique, il y a un endroit où il y a une mine, où il y a de l'hydrogène qui sort, on va dire, toute l'année et qui peut être utilisé. Donc il y a des gisements de cette nature-là, ils représentent un pouillème de ce dont on a besoin. Ça pose d'autres questions, mais là, juste la réponse est le gisement. Donc ça ne répondra pas aux enjeux qu'on vient d'évoquer. Sur la H2S, je ne sais pas. Donc Philippe, la H2S, non, mais l'ammoniac, oui. On a un programme de recherche il y a beaucoup d'ammoniac dans les eaux usées, et donc on est en train de tester un procédé qui permet de convertir l'ammoniac en hydrogène. Mais voilà. Donc il y a potentiellement cette source-là. Moi, j'avais deux autres questions. La première, ce serait sur... donc, vous avez évoqué le vapoformage pour produire de l'hydrogène, et donc ça produisait beaucoup de CO2. Il y a des technologies de captation, à quel point la filière est développée. Et mon autre question, ce serait sur un usage de l'hydrogène plus local, par exemple pour remplacer des groupes électrogènes.
Ok. Alors, c'est la fameuse question de la capture et du stockage du carbone. Donc là, en gros, l'idée, c'est de mettre un aspirateur autour des cheminées des filières industrielles ou des centrales de production d'électricité à base d'énergie fossile. On récupère ce carbone, on va le mettre dans un petit tube ou dans un beau bateau, et puis on va essayer de l'enfouir là où on avait extrait ces fameuses énergies fossiles. Il y a des projets qui sont en train d'être mis en place, mais déjà, on peut se dire, c'est toute une chaîne logistique à créer, qui aujourd'hui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, il y a un marché européen avec des quotas qui peut donner un bout de valeur, mais en tout cas, on parle de quelques centaines d'euros quelques centaines d'euros à la tonne de CO2, ça ne vous donnera pas de repère, mais disons, aujourd'hui, je n'ai pas d'incitation financière à le faire. Donc il y a des subventions qui sont données, il y a des volontés industrielles pour créer le marché de demain, mais ça reste assez mesuré et voilà, on pourrait débattre à nouveau du cadre public qui est mis sur ce dispositif si on voulait vraiment le faire émerger. Je mets juste un petit point et un petit bémol quand même, ou deux. C'est un peu la baguette magique. Ça veut dire on stocke du carbone et on l'enfouit, il n'y a plus de problème. Ça donne un peu ce sentiment-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas le faire, mais il ne faut pas rêver qu'on a des trous immenses où on peut mettre tout le carbone sous sol. On n'a pas non plus énormément de retours d'expérience sur comment on gère les fuites, s'il y en a qui arrivent. Il y a des... On ne connaît pas. Donc quand tu es une nouvelle industrie, il faut un certain temps avant d'arriver à un stade de maîtrise, ce qui n'est pas pour demain. Deuxième bémol, tout le monde en veut de ça. Donc pour l'hydrogène, mais en fait toutes les filières la sidérurgie en veut, les cimenteries en veulent. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc pour l'hydrogène, la question qui se pose, c'est à quel point on ne peut pas faire sans cette capture-là. Je préférais à titre personnel la laisser pour le ciment ou la sidérurgie, puis en fait faire de l'électricité bas carbone pour faire de l'hydrogène, quoi. Il y avait une deuxième question, mais Philippe, vous vouliez peut-être réagir là-dessus ? Non, mais sur la capture, le stockage du CO2, c'est un sujet qu'on suit par ailleurs. C'est effectivement c'est la solution pour décarboner l'hydrogène. Il y a une autre solution qui est en train de se développer, qui est la pyrolyse du méthane. C'est-à-dire le gaz naturel, au lieu de le convertir en hydrogène par vaporeformage et de capturer le CO2 et de le stocker, qui est effectivement très cher, il y a une alternative qui se développe, qui a craqué la molécule de méthane en carbone solide et en hydrogène. Et ce carbone solide, le CO2, il est stocké dedans. Alors après, il ne faut pas le rebrûler, parce que là, on relargue le CO2, mais ce carbone solide, on peut l'utiliser dans des matériaux de construction, dans du charbon actif, dans différentes solutions qu'on explore. Voilà, ça c'est une voie qui se développe aussi. Et du coup, il y avait une deuxième question. Oui, c'était sur les groupes électrogènes. Ouais. Ça va dépendre de la taille. J'ai envie de vous dire oui, pour les usages les plus gros, pourquoi pas. Ça a clairement du sens. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des groupes électrogènes à batterie qui sont en train d'arriver aussi. Il y a aussi la question des biocarburants. Parce que le groupe électrogène, j'aurais peut-être juste déjà le définir. Un groupe électrogène, c'est un système qui consomme généralement du diesel pour produire de l'électricité, surtout quand il y a un problème, une panne. Imaginez que là, cette salle tombe en pleine pénombre. Ce serait très triste qu'on s'arrête là. Donc, on va avoir un petit groupe électrogène avec un peu de diesel qui va se mettre en marche et qui va venir éclairer la salle. Pensez à des événements. Vous avez la finale de la Coupe du Monde, vous avez besoin de groupes électrogènes. Dans certains cas. En tout cas, dans ces cas-là, le carburant, imaginons qu'on met du biocarburant liquide venant des champs, on l'utilise très très rarement. Donc en fait, ces groupes électrogènes qui sont utilisés plutôt en appoint, on a une capacité à utiliser des biocarburants, par exemple. Le coût réel, c'est plutôt l'amortissement du système, du groupe en lui-même, parce qu'on l'utilise très peu souvent. Donc pourquoi pas sur le principe, mais en fait, on a des solutions aussi alternatives, en réalité, qui sont tout aussi économiques pour cette partie-là. Je rajouterais juste sur ce point-là que le stockage d'essence, c'est facile. Le stockage d'hydrogène, c'est un peu plus touchy quand même. Donc il y a des coûts quand même liés à la technologie de stockage. C'est rien que stocker, c'est déjà un métier, je pense, l'hydrogène. Moi, j'avais juste une question beaucoup plus simple et courte, qui n'est pas dans les utilisations là. Il n'y a aucun espoir côté méthanation. Alors la méthanation, c'est on produit cette molécule d'hydrogène, on va venir rajouter un méthane, donc un atome de carbone, pour refaire une molécule de gaz naturel, voilà. Donc un CH4. Consommant du CO2.
en consommant du CO2. Donc en effet, on a de l'hydrogène, on prend du CO2 et on fait du CH4. À la fin, si ce CO2 il est brûlé, il va remettre un CO2 dans l'atmosphère. Donc il y a une question qui est, certes on a utilisé du CO2 qui n'est pas parti peut-être dans l'atmosphère, bon, il a fallu le stocker, ça a coûté de l'énergie, des ressources, il fallait le transporter, mais dans l'absolu, au final, il va quand même générer du CO2. Donc ça c'est une première réponse. La deuxième, je pense qu'en fait j'aurais dû commencer par là, c'est que ça coûte parce qu'on vient de se dire qu'à partir de l'électricité, pour produire de l'hydrogène, ça va coûter déjà cher. Ensuite, il faut aller chercher du CO2. Il faut le mettre, on va refaire une réaction. Cette réaction, on va reperdre un peu d'énergie. On va enfin avoir un CH4. Donc vous voyez, toute cette chaîne-là, elle est très très coûteuse. En gros, on est sur la filière de ce qu'on appelle les e-fuels. C'est l'idée de dire on prend une molécule d'hydrogène, on prend des molécules de carbone, et puis on fait des carburants comme on les a aujourd'hui dans l'industrie fossile ou dans les moteurs thermiques. Ça marche techniquement. Il faudrait passer à l'échelle pour avoir des effets de réduction sur les coûts, mais ça va quand même consommer beaucoup plus d'énergie que de l'électrification directe. Donc pour les avions, par exemple, c'est de ça dont on parle en réalité. Hein. C'est un peu cette idée-là. Donc pourquoi pas, mais il va falloir poser le cadre pour les quelques usages vraiment qu'ils nécessitent. Je voudrais juste compléter, parce que ça ne marche que s'il y a des mécanismes de soutien. Et les mécanismes de soutien, il y a des obligations du transport maritime aérien pour utiliser des e-fuels, du méthane, du méthanol, du SAF. Et là, ça peut pousser le marché et notamment l'utilisation d'hydrogène pour produire ces e-fuels. Voilà, ça existe. Il y a actuellement des avionneurs, des transporteurs maritimes comme CGA, CGM qui recherchent, quitte à payer 3 fois plus peut-être, le méthanol ou le SAF, donc il va nécessiter de l'hydrogène bas carbone pour remplir leurs obligations de décarbonation. Voilà. Ouais, je fais juste un petit lien là-dessus parce qu'il y a des obligations pour le secteur aérien, mais personne ne les respecte. Donc il y a des obligations d'incorporation de ces carburants alternatifs. Je pense que je ne me rappelle plus, c'était peut-être une cible à 5%, on doit être à 1% en réalité, c'est très hétérogène pour les bons élèves et les mauvais élèves. Donc il y a, au-delà de cette obligation, réellement mettre les amendes ou le soutien public pour aider, et parce qu'on ne peut pas juste avoir Alors, il faut assumer à ce moment-là que les prix sur l'aérien augmentent. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à ce stade, l'incitation elle est quand même très molle. J'avais une question au niveau des piles à combustible, même si les usages, on a vu, électriques sont relativement faibles. Est-ce qu'il y a toujours le problème du catalyseur au platine et de la pollution avec de... Je sais qu'à un moment, alors mes compétences sur le sujet sont un peu vieilles, mais il y avait le sujet de si on utilisait de l'oxygène de l'atmosphère, on polluait le catalyseur platine et donc il y avait des durées de vie assez réduites. Est-ce que ça, c'est un problème qui est résolu ou c'est toujours d'actualité ? Oui, en effet, c'est dans la partie catalytique de ces véhicules-là. Donc, ça s'améliore. Donc après, quand ça s'améliore pas à la vitesse qu'on espérait, comme souvent, parce que l'industrie n'est pas allée aussi vite que celle qu'on avait mis sur un papier. Et par contre, en termes de quantité, c'est pas un sujet si important que ça. En tout cas, le rythme de réduction fait que le sujet du platine, qui est quand même un métal particulier, parce qu'on a beaucoup parlé des métaux dans les batteries, on pourrait dire l'hydrogène, il y a une question de platine, c'est clairement un sujet d'ordre 2 par rapport aux batteries. Bonjour, merci. Moi, donc, si j'ai bien compris, l'hydrogène coûte encore très cher. Vous nous avez dit aussi les carburants à partir de la biomasse, il y aura des conflits d'usage, il n'y en aura pas pour tout le monde. Moi, ça appelle 2 questions. La première, c'est du coup, quelle est votre vision de notre avenir énergétique ? Est-ce que c'est du tout électrique ? Et la deuxième, c'est s'il y a de la place pour des biocarburants. Vous avez fait un peu une hiérarchie des usages sur l'hydrogène en nous disant c'est justifiable pour certains usages. Est-ce que de la même façon, vous pouvez nous partager votre vision sur le biocarburant ? Oui, c'est en fait la même logique, hein, comme vous le dites. On peut se remettre sur la limite la slide avec tous les usages. Alors, je pense qu'on l'a assez dit, mais la question de la biomasse, qu'elle soit forestière ou agricole, elle est limitée. Elle est limitée pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on exploite déjà toute notre forêt. Pas parfaitement, on pourrait mieux l'exploiter, mais en tout cas, la forêt, elle est quand même plutôt exploitée. Et les champs, vous voyez qu'on les exploite. Donc, une fois qu'on dit qu'on a un gisement qui est limité,
on a des enjeux de stockage carbone dans ces espaces-là. Si vraiment on parle de l'enjeu seul de décarbonation, bon, quand il y a plus de carbone dans les sols, généralement il y a plus de vie aussi, hein, donc c'est pas mal en co-bénéfice. Bon, il va falloir moins sortir de bois si on veut, ou en tout cas il va falloir être raisonnable sur le bois qu'on sort, ou sur la biomasse qu'on sort, parce que la biomasse qu'on sort, c'est une biomasse qui ne reste pas dans ces espaces-là. Si je prends la logique du bois, par exemple, si je prends le bois, aujourd'hui, on utilise le bois n'importe où, n'importe comment. Donc, on est tous contents dans la petite cheminée chez soi. C'est sûr que si on a un bout de forêt en face de chez nous et qu'on récolte soi-même son bois, c'est OK. Mais en tout cas, faire venir du bois de loin pour le mettre chez soi pour des raisons de chaleur, ça n'a pas de sens d'un point de vue système énergétique parce qu'on a des alternatives. On peut mettre une pompe à chaleur, on peut avoir de la géothermie, on peut avoir d'autres systèmes qui, souvent, en tout cas, sont pertinents. Donc, il y a une question déjà de se dire à isovolume, donc avec la même quantité de biocarburants, donc là je parle du bois, mais on pourrait parler des autres, comment on les flèche, comment on les hiérarchise, comment on les met dans les usages les plus pertinents. Autrement dit, on pourrait ne pas récolter plus de bois aujourd'hui de la forêt. On pourrait juste se dire, on arrête le bois dans on va dire les logements collectifs ou les bureaux, par exemple, logements tertiaires, logements et tertiaires, et utiliser ce bois pour l'industrie, aux températures qui en a besoin, qui n'a pas d'alternative. Donc, vous m'avez posé une question, je voulais juste l'illustrer là, de cette manière-là. En fait, je vais aller un cran plus loin, désolé, j'ai peut-être été un peu compliqué, mais on pourrait enlever tous les usages non pertinents qui utilisent aujourd'hui du bois. Les usages pertinents qui nécessitent du bois, on leur donne. Et on pourrait consommer moins de bois qu'aujourd'hui. Et en laisser plus en forêt. Pour les biocarburants, la question se pose un peu différemment parce que c'est beaucoup la mobilité qui va tirer ces usages-là. Et on l'a dit, aviation et bateaux n'ont pas énormément d'alternatives. Donc là, il y a une question de peut-être déjà à volume équivalent, de se dire arrêtons de les mettre dans les voitures légères. Mettons des voitures électriques à la place, et il y a quand même une belle quantité déjà de biocarburants liquides qu'on pourrait mettre autre part. Voilà, je n'ai pas repris tous les usages, j'ai essayé de les refaire comme ça. Ça va être long, là, si je m'y mets. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on regarde, effectivement, il y a des conflits d'usage sur la biomasse, le bois, la biomasse agricole aussi, parce que ça veut dire qu'il faut changer les cultures, etc. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'on peut valoriser des déchets de bois. Le bois B, par exemple, on fait des essais de pyrogasification pour produire un syngas. Ce syngas, il peut être utilisé dans l'industrie directement ou pour être transformé en hydrogène. Même chose pour les déchets. Est-ce que les plastiques, on ne peut pas les valoriser autrement qu'en les incinérant? Voilà. Donc voilà, ça c'est dans les activités de Veolia. C'est pas encore tout à fait mûr, mais c'est des choses qu'on regarde. Et je conclue comme ça, de cette manière-là. Je crois que la personne qui a posé la question est peut-être partie. En tout cas, sur la question de la hiérarchisation des usages, je pense qu'on peut prendre la même logique qu'on a utilisée pour l'hydrogène. Souvent, quand on évoquait les alternatives décarbonantes, c'était souvent l'électrification en direct. Donc, s'il y a l'électrification en direct, en fait, le biocarburant ou la biomasse aussi n'est pas pertinente. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction. Vous avez un petit QR code sur la fin, voilà, pour nous faire part de vos commentaires. Et puis voilà, merci beaucoup pour votre participation. Et puis on espère se retrouver bientôt pour un nouveau numéro.